Don Quichotte de Miguel Cervantes, chapitre 103. Des progrès du gouvernement de Sancho Panza, ainsi que d'autres événements, tels quels. Le jour vint après la nuit de la ronde du gouverneur, nuit que le maître d'hôtel avait passée sans dormir, l'esprit tout occupé du visage et des attraits de la jeune fille déguisée. Le majordome en employa le reste à écrire à ses maîtres ce que faisait et disait Sancho Panza, aussi surpris de ses faits que de ses dires, car il entrait dans ses paroles et dans ses actions comme un mélange d'esprit et de bêtise. Enfin, le seigneur gouverneur se leva et, par ordre du docteur Pedro Recio, on le fit déjeuner avec un peu de conserve et 4 gorgées d'eau froide. Chose que Sancho eût volontiers troquée pour un quignon de pain et une grappe de raisin. Mais, voyant qu'il fallait faire de nécessité vertu, il en passa par là à la grande douleur de son âme et à la grande fatigue de son estomac. Pedro Recio lui faisant croire que les mets légers et délicats avivent l'esprit, ce qui convient le mieux au personnage constitué en dignité et chargé de graves emplois où il faut faire usage moins des forces corporelles que de celles de l'intelligence. Avec cette belle argutie, le pauvre Sancho souffrait la faim et si fort qu'il maudissait, à part lui, le gouvernement et même celui qui le lui avait donné. Toutefois, avec sa conserve et sa faim, il se mit à juger ce jour-là, et la première chose qui s'offrit, ce fut une question que lui fit un étranger en présence du majordome et des autres acolytes. Voici ce qu'il exposa. Seigneur, une large et profonde rivière séparait les 2 districts d'une même seigneurie, et que votre grâce me prête attention, car le cas est important et passablement difficile à résoudre. Je dis donc que sur cette rivière était un pont, et au bout de ce pont, une potence, ainsi qu'une espèce de salle d'audience où se tenaient d'ordinaire 4 juges chargés d'appliquer la loi qu'avait imposée le seigneur de la rivière, du pont et de la seigneurie. Cette loi était ainsi conçue. Si quelqu'un passe par ce pont d'une rive à l'autre, il devra d'abord déclarer par serment où il va et ce qu'il va faire. S'il dit vrai, qu'on le laisse passer. S'il ment, qu'il meure pendu à la potence, sans aucune rémission. Cette loi connue, ainsi que sa rigoureuse condition, beaucoup de gens passaient néanmoins et, à ce qu'il déclarait sous serment, on reconnaissait s'il disait la vérité. Et les juges, dans ce cas, les laissaient passer librement. Or, il arriva qu'un homme auquel on demandait sa déclaration prêta serment et dit « Par le serment que je viens de faire, je jure que je vais mourir à cette potence et non à autre chose. » Les juges réfléchirent à cette déclaration et se dirent « Si nous laissons librement passer cet homme, il a menti à son serment et, selon la loi, il doit mourir. Mais si nous le pendons, il a juré qu'il allait mourir à cette potence. Et suivant la même loi, ayant dit vrai,
il doit rester libre. On demande à votre grâce, Seigneur gouverneur, ce que feront les juges de cet homme, car ils sont encore à cette heure sans doute dans l'indécision. Comme ils ont eu connaissance de la finesse et de l'élévation de l'entendement que déploie votre grâce, ils m'ont envoyé supplier de leur part votre grâce de donner son avis dans un cas si douteux et si embrouillé. Assurément, répondit Sancho, ces seigneurs juges qui vous ont envoyé près de moi auraient fort bien pu s'en épargner la peine, car je suis un homme qui est plus d'épaisseur de chair que de finesse d'esprit. Cependant, répétez-moi une autre fois l'affaire de manière que je l'entende bien. Peut-être ensuite pourrai-je trouver le joint. Le questionnaire répéta une et deux fois ce qu'il avait d'abord exposé. Sancho dit alors, à mon avis, je vais bâcler cette affaire en un tour de main. Et voici comment. Cet homme jure qu'il va mourir à la potence, n'est-ce pas? Et s'il meurt, il aura dit la vérité. Et, d'après la loi, il mérite d'être libre et de passer le pont. Mais si on le pond, il aura dit un mensonge sous serment. Et, d'après la même loi, il mérite d'être pendu. C'est cela même, comme dit le seigneur gouverneur, reprit le messager. Et puis, quant à la parfaite intelligence du cas, il n'y a plus à douter ni à questionner. Je dis donc à présent, répliqua Sancho, que cet homme en laisse passer la partie qui a dit vrai et qu'on ponde la partie qui a dit faux. De cette manière s'accomplira au pied de la lettre la condition du passage. Mais, seigneur gouverneur, repartit le porteur de questions, il sera nécessaire qu'on coupe cet homme en deux parties, la menteuse et la véridique. Et si on le coupe en deux, il faudra bien qu'il meure. Ainsi, l'on n'aura rien obtenu de ce qu'exige la loi, qui doit pourtant s'accomplir de toute nécessité. Venez ici, Seigneur, brave homme, répondit Sancho. Ce passager dont vous parlez, où je ne suis qu'une cruche, ou précisément autant de raisons pour mourir que pour passer le pont. Car si la vérité le sauve, le mensonge le condamne. Puisqu'il en est ainsi, mon avis est que vous disiez à ces messieurs qui vous envoient près de moi que les raisons de le condamner ou de l'absoudre étant égales dans les plateaux de la balance, ils n'ont qu'à le laisser passer, car il faut toujours mieux faire le bien que le mal, et cela, je le donnerai signé de mon nom. Si je savais signer. D'ailleurs, je n'ai point, dans ce cas-ci, parlé de mon cru, mais il m'est revenu à la mémoire un précepte que, parmi beaucoup d'autres, me donna mon maître Don Quichotte la nuit avant que je vinsse être gouverneur de cette île, lequel précepte fut que, quand la justice serait douteuse, je n'avais qu'à pencher vers la miséricorde et à m'y tenir. Dieu a permis que je m'en souvinsse à présent, parce qu'il va comme au moule à cette affaire. Oh, certainement, ajouta le majordome, et je tiens quant à moi que Lycurgue lui-même, celui qui donna des lois aux Lacédémoniens, n'aurait pu rendre une meilleure sentence que celle qu'a rendue le grand Sancho Panza.
Finissons là l'audience de ce matin. Je vais donner ordre que le seigneur gouverneur dîne tout à son aise. C'est là que je demande et vogue la galère, s'écria Sancho, qu'on me donne à manger et qu'on fasse pleuvoir sur moi des cas et des questions. Je me charge de les éclaircir à vol d'oiseau. Le majordome tint parole, car il se faisait un vrai cas de conscience de tuer de faim un si discret gouverneur. D'ailleurs, il pensait en finir avec lui cette nuit même, en lui jouant le dernier tour qu'il avait mission de lui jouer. Or, il arriva, après que Sancho eut dîné, ce jour-là, contre les règles et les aphorismes du docteur Tirtea-Furea, au moment du dessert, entra un courrier avec une lettre de Don Quichotte pour le gouverneur. Sancho donna l'ordre au secrétaire de la lire tout bas et de la lire ensuite à haute voix. S'il n'y voyait rien qui méritait le secret, le secrétaire obéit et quand il eut parcouru la lettre, « On peut bien la lire à haute voix, dit-il, car ce qu'écrit à votre grâce le seigneur Don Quichotte mérite d'être gravé en lettres d'or. Le voici. Lettre de Don Quichotte de la Manche à Sancho Panza, gouverneur de l'île Barataria. Quand je m'attendais à recevoir des nouvelles de tes étourderies et de tes impertinences, ami Sancho, j'en ai reçu de ta sage conduite, de quoi j'ai rendu de particulières actions de grâce au ciel qui sait élever le pauvre fumier et des sots faire des gens d'esprit. On annonce que tu gouvernes comme si tu étais un homme et que tu es homme comme si tu étais une brute. Tant tu te traites avec humilité, mais je veux te faire observer, Sancho, que maintes fois il est nécessaire pour l'autorité de l'office d'aller contre l'humilité du cœur, car la parure de la personne qui est élevée à de graves emplois doit être conforme à ce qu'ils exigent et non à la mesure où le fait pencher son humilité. Naturel. Habille-toi bien. Un bâton ne paraît plus un bâton. Je ne te dis pas que tu portes des joyaux et des dentelles, ni qu'étant magistrat tu t'habilles en militaire, mais que tu te pares avec l'habit que requiert ton office en le portant propre et bien tenu pour gagner l'affection du pays que tu gouvernes. Tu dois, entre autres, faire deux choses. L'une, être affable et poli avec tout le monde, c'est ce que je t'ai déjà dit une fois. L'autre, veiller à l'abondance des approvisionnements. Il n'y a rien qui fatigue plus le cœur du pauvre que la disette et la faim. Ne rends pas beaucoup de pragmatique et d'ordonnance. Si tu en fais, tâche qu'elles soient bonnes et surtout qu'on les observe et qu'on les exécute, car les ordonnances qu'on n'observe point sont comme si elles n'étaient pas rendues. Au contraire, elles laissent entendre que le prince qui eut assez de sagesse et d'autorité pour les rendre n'a pas assez de force et de courage pour les faire exécuter. Or, les lois qui doivent effrayer et qui restent sans exécution finissent par être comme le Soliveau, roi des grenouilles, qui les épouvantait dans l'origine et qu'elles méprisèrent avec le temps jusqu'à lui monter dessus.
Sois comme une mère pour les vertus, comme une marâtre pour les vices. Ne sois ni toujours rigoureux, ni toujours débonnaire, et choisis le milieu entre ces deux extrêmes. C'est là qu'est le vrai point de la discrétion. Visite les prisons, les boucheries, les marchés. La présence du gouverneur dans ces endroits est d'une haute importance. Console les prisonniers qui attendent la prompte expédition de leurs affaires. Sois un épouvantail pour les bouchers et pour les revendeurs, ainsi qu'ils donnent le juste poids. Garde-toi bien de te montrer, si tu l'étais par hasard, ce que je ne crois pas, avaricieux, gourmand ou adonné aux femmes, car dès qu'on saurait dans le pays, surtout ceux qui ont affaire à toi, quelle est ton inclination bien déterminée, on te battrait en brèche par ce côté, jusqu'à t'abattre dans les profondeurs de la perdition. Lis et relis, passe et repasse les conseils et les instructions que je t'ai données par écrit avant que tu partisses pour ton gouvernement. Tu verras, si tu les observes, que tu y trouveras une aide qui te fera supporter les travaux et les obstacles que les gouverneurs rencontrent à chaque pas. Écris à tes seigneurs et montre-toi reconnaissant à leur égard, car l'ingratitude est fille de l'orgueil et l'un des plus grands péchés que l'on connaisse. L'homme qui est reconnaissant envers ceux qui lui ont fait du bien témoigne qu'il le sera de même envers Dieu, dont il a reçu et reçoit sans cesse tant de faveurs. Madame la duchesse a dépêché un express avec ton habit de chasse et un autre présent à ta femme Thérèse Ponza. Nous attendons à chaque instant la réponse. J'ai été quelque peu indisposé par certaines égratignures de chat qui me sont arrivées et dont mon nez ne s'est pas trouvé fort bien. Mais ce n'a rien été. Il y a des enchanteurs qui me maltraitent. Il y en a d'autres qui me protègent. Fais-moi savoir si le majordome qui t'accompagne a pris quelque part aux actions de la Trifaldi, comme tu l'avais soupçonné. De tout ce qui t'arrivera, tu me donneras avis, puisque la distance est si courte. D'ailleurs, je pense bientôt quitter cette vie oisive où je languis, car je ne suis pas né pour elle. Une affaire s'est présentée qui doit, j'imagine, me faire tomber dans la disgrâce du duc et de la duchesse. Mais, bien que cela me fasse beaucoup de peine, cela ne me fait rien du tout, car enfin, je dois obéir plutôt aux devoirs de ma profession qu'à leur bon plaisir, suivant cet adage amicus, Plato, sed magis, amica, veritas. Je te dis ce latin parce que je suppose que, depuis que tu es gouverneur, tu l'auras appris. Adieu, et qu'il te préserve de ce que personne te porte compassion. Ton ami Don Quichotte de la Manche. Sancho écouta très attentivement cette lettre qui fut louée, vantée et tenue pour fort judicieuse par ceux qui en avaient entendu la lecture. Puis il se leva de la table, appela le secrétaire et alla s'enfermer avec lui dans sa chambre, voulant, sans plus tarder, répondre à son seigneur Don Quichotte. Il dit au secrétaire d'écrire ce qu'il lui dicterait, sans ajouter ni retrancher la moindre chose.
L'autre obéit, et la lettre en réponse fut ainsi conçue. Lettre de Sancho Panza à Don Quichotte de la Manche. L'occupation que me donnent mes affaires est si grande que je n'ai pas le temps de me gratter la tête, ni même de me couper les ongles. Ainsi les ai-je si longs. Que Dieu veuille bien y remédier. Je dis cela, Seigneur, de mon âme, pour que votre grâce ne s'épouvante point si, jusqu'à présent, je ne les ai pas informés de ma situation, bonne ou mauvaise, dans ce gouvernement où j'ai plus faim et quand nous errions tous deux dans les forêts et les déserts. Le duc, monseigneur, m'a écrit l'autre jour, en me donnant avis que certains espions étaient entrés dans cette île pour me tuer, mais jusqu'à présent, je n'en ai pas découvert d'autre qu'un certain docteur qui est gagé dans ce pays pour tuer autant de gouverneurs qu'il en vient. Il s'appelle le docteur Pedro Recio et il est natif de Tirteafuera. Voyez un peu quel nom, et si je ne dois pas craindre de mourir de sa main, ce docteur-là dit lui-même de lui-même qu'il ne guérit pas les maladies quand on les a, mais qu'il les prévient pour qu'elles ne viennent point. Or, les médecins, pour qu'ils emploient la diète, et encore la diète, jusqu'à mettre les gens en tel état que les os leur percent la peau, comme si la maigreur n'était pas un plus grand mal que la fièvre. Finalement, il me tue un peu de faim et je meurs de dépit, car lorsque je pensais venir à ce gouvernement pour manger chaud, boire frais, me dorloter le corps contre des draps de toile, de Hollande et sur des matelas de plumes, voilà que je suis venu faire pénitence, comme si j'étais ermite, et comme je ne le fais pas de bonne volonté. Je pense qu'à la fin, il faudra que le diable m'emporte. Jusqu'à présent, je n'ai pas touché de revenus ni reçu de cadeaux. Et je ne sais ce que cela veut dire, car on m'a dit ici que les gouverneurs qui viennent dans cette île ont soin, avant d'y entrer, que les gens du pays leur donnent ou prêtent beaucoup d'argent, et que de plus, que c'est une coutume ordinaire à ceux qui vont à d'autres gouvernements, aussi bien qu'à ceux qui viennent à celui-ci. Hier soir, en faisant la ronde, j'ai rencontré une très jolie fille vêtue en homme et son frère en habit de femme. Mon maître d'hôtel s'est amouraché de la fille et l'a choisie dans son imagination pour sa femme, à ce qu'il dit. Moi, j'ai choisi le jeune homme pour mon gendre. Aujourd'hui, nous causerons de nos idées avec le père des deux jeunes gens, qui est un certain Diego de la Liana, hidalgo et vieux chrétien, autant qu'on peut être, autant qu'on peut l'être. Je visite les marchés, comme votre grâce me le conseille. Hier, je me trouvais une marchande qui vendait des noisettes fraîches, et je reconnus qu'elle avait mêlé dans un boisseau de noisettes nouvelles à un autre boisseau de noisettes vieilles, vides et pourries. Je les ai toutes confisquées au profit des enfants de la doctrine chrétienne qui sauront bien les distinguer, et je l'ai condamné à ne plus paraître au marché de 15 jours. On a trouvé que je m'étais vaillamment conduit. Ce que je puis dire à votre grâce, c'est que le bruit court en ce pays qu'il n'y a pas de mauvaise
engeance que les marchandises des Halles, parce qu'elles sont toutes dévergondées, sans honte et sans âme, et je le crois bien, car celles que j'ai vues dans d'autres pays. Que Madame la Duchesse ait écrit à ma femme Thérèse Panza et lui ait envoyé le présent que dit votre grâce, j'en suis très satisfait, et je tâcherai de me montrer reconnaissant en temps et lieu. Que votre grâce lui baise les mains de ma part en disant que je dis qu'elle n'a pas jeté son bienfait dans un sac percé, comme elle le verra à l'œuvre. Je ne voudrais pas que votre grâce eût des démêlés et des fâcheries avec mes seigneurs, le duc et la duchesse, car si votre grâce se brouille avec eux, il est clair que le mal retombera sur moi. D'ailleurs, il ne serait pas bien, puisque votre grâce me donne, à moi, le conseil d'être reconnaissant que votre grâce le fut envers des gens de qui vous avez reçu tant de faveurs et qui vous ont si bien traité dans leur château. Quant aux égratignures de chat, je n'y entends rien, mais j'imagine que ce doit être quelqu'un des méchants tours qu'ont coutume de jouer à votre grâce de méchants enchanteurs. Je le saurai quand nous nous reverrons. Je voudrais envoyer quelque chose à votre grâce, mais je ne sais que lui envoyer, si ce n'est des canules de seringues ajustées à des vessies qu'on fait dans cette île à la perfection. Mais si l'offre me demeure, je chercherai à vous envoyer quelque chose, des pans ou de la Manche. Dans les cas où ma femme Thérèse Panza viendrait à m'écrire, payez le port, je vous prie, et envoyez-moi la lettre, car j'ai un grand désir d'apprendre un peu l'état de ma maison, de ma femme et de mes enfants. Sur cela, que Dieu délivre votre grâce des enchanteurs mal intentionnés et qu'il me tire en paix et en santé de ce gouvernement. Chose dont je doute, car je pense le plaisir avec la vie à la façon dont me traite le docteur Pedro Recio. Serviteur de votre grâce, Sancho Panza, gouverneur. Le secrétaire ferma la lettre et dépêcha aussitôt le courrier, puis les mystificateurs de Sancho arrêtèrent entre la manière de le dépêcher du gouvernement. Sancho passa cet après-dîner à faire quelques ordonnances touchant la bonne administration de ce qu'il imaginait être une île. Il ordonna qu'il n'y eût plus de revendeurs de comestibles dans la République et qu'on pût y amener du vin de tous les endroits sous la charge de déclarer le lieu d'où il venait pour en fixer le prix suivant sa réputation et sa bonté, ajoutant que celui qui le mélangeait d'eau ou en changerait le nom perdrait pour la vie pour ce crime. Il abaissa le prix de toutes les espèces de chaussures, principalement celui des chaussures, car il lui sembla qu'il s'élevait démesurément, et mit un tarif au salaire des domestiques, qui cheminaient à bride abattue dans la route de l'intérêt. Il établit des peines rigoureuses contre ceux qui chanteraient des chansons obscènes, de jour ou de nuit. Il ordonna qu'aucun aveugle ne chantât désormais de miracles en complainte, à moins d'être porteur de témoignages authentiques prouvant que ce miracle était vrai, parce qu'il lui semblait que la plupart de ceux que chantent les aveugles sont faux au détriment des véritables. Il créa
un alguazil des pauvres, non pour les poursuivre, mais pour examiner s'ils le font, car à l'ombre d'amputations feintes ou de plaies postiches se cachent des bras voleurs et des estomacs ivrognes. Enfin, il ordonna de si bonnes choses que ces lois sont encore en vigueur dans ce pays où on les appelle les constitutions du grand gouverneur Sancho Panza.